Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Oxygène, votre émission 100% sport, 100% Mayenne. On reçoit ce soir Arnaud Courteil, responsable technique et sportif des boucles de la Mayenne. Alors on va évidemment parler des boucles de la Mayenne qui arrivent fin mai, du plateau de coureurs, des équipes qu'on pourra voir. On aura évidemment la deuxième partie avec tout le sport mayennais, du futsal, du foot, du basket et bien d'autres sports. Mais tout de suite, l'invité. Club Oxygène, l'invité. Bonjour Arnaud. Bonjour. Tu es responsable technique et sportif, j'ai bien vérifié l'intitulé, aux boucles de la Mayenne. C'est quoi être responsable technique et sportif des boucles ? Oui, c'est vrai que ça cache beaucoup de choses, responsable technique et sportif. Donc bien entendu, je m'occupe de tout ce qui est parcours, donc les villes départ, arrivée, les villes traversées. Donc je me charge forcément du tracé. Et puis ça cache aussi beaucoup d'autres choses, bien entendu, toute la partie sécurité, administrative, etc. pour valider le parcours. Et puis sur la partie sportive, donc on a bien sûr une commission au sein des boucles qui s'occupe de contacter les équipes. Mais voilà, avec mon passé de cycliste pro, ça me permet de contacter aussi plus facilement certaines personnes. Le plateau des boucles, on en a parlé ces dernières semaines, on en sait un petit peu plus sur les têtes d'affiche, les équipes qu'on aura. Les équipes qu'on a déjà, c'est 3 nouvelles World Tour cette année. Si je ne me trompe pas, deux nouvelles World Tour. Oui, non, c'est déjà pas mal. Ça porte un total à 8 équipes World Tour, donc 2 de plus qu'en 2023. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Sportivement, on continue à progresser. Donc on va accueillir le team Jayco Alula, qui n'est jamais venu donc, sur les boucles, et EF Easy Post. Donc, avec des beaux coureurs du coup et des belles têtes d'affiche. Oui, on a eu les premiers noms. Donc Jayco viendra avec notamment Dylan Groenewegen, vainqueur de 5 étapes sur le Tour, dont une sur les Champs-Élysées. Donc, on aimerait bien, pourquoi pas le voir lever les bras au boulevard Montmorency. Et puis du côté de l'équipe américaine, donc EF, on aura Alberto Bettiol, ancien vainqueur du Tour des Flandres, et on aura aussi Bisseguer, qui lui a été champion d'Europe et champion de Suisse du chrono. C'est important pour vous d'avoir toujours des noms qui viennent et qui ont envie aussi de participer aux boucles ? Oui, bah forcément, les têtes d'affiche, c'est les coureurs qui vont donner aussi envie aux spectateurs de venir. Tous les ans, on a un beau plateau, mais c'est vrai que voilà, de nouveaux coureurs, de nouvelles équipes, forcément, ça va intéresser plus de monde encore. Des coureurs à qui vous faites attention, on en parlait dernièrement, des coureurs comme Marc Hirschi, comme Benoît Cosnefroy, que tu côtoies plus, qui vous donnent des ressentis sur les lignes d'arrivée, sur les départs. Vous faites attention, ça aussi, à plaire aux sprinteurs, aux coureurs ? Oui, forcément, leur retour est hyper important. C'est vrai que depuis quelques années, on avait beaucoup d'arrivées au sprint. Et on s'est dit, pour cette 49e édition, il faut qu'on aille chercher quelque chose d'autre. Suite notamment au retour de Benoît Cosnefroy ou Marc Hirschi, qui était un petit peu frustré l'année dernière de ne pas avoir assez de difficultés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tracé une étape du samedi vraiment difficile. On va y venir après à cette étape du samedi pour parler plus généralement des 3 étapes plus le prologue du jeudi. C'est le jeudi, hein. C'est bien le jeudi, jeudi 23, c'est ça. Comment tu crées ces parcours finalement ? C'est ce qui te prend le plus de temps, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais pour trouver les bonnes lignes droites, les bonnes côtes ? Comment ça se passe ? Oui, alors tout d'abord, il faut avoir des villes départ arrivées. Donc ça, c'est des discussions qu'on a avec les villes étapes depuis plusieurs années. On a des villes qui candidatent, donc je connaissais déjà mes villes départ arrivées au printemps 2023. Et en fait, depuis l'été dernier, je réfléchis à mes parcours. C'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a un point A, un point B, on trace une ligne droite, mais en fait, non, c'est bien plus complexe que ça. Il faut aussi aller voir un maximum de communes qui sont donc dans notre département de la Mayenne, aller chercher des difficultés, trouver des belles routes, des plus petites routes, avoir une certaine alternance pour garantir la sécurité pour tout le monde. Passer pourquoi pas devant un partenaire. C'est vrai qu'on a près de 300 partenaires, donc c'est important si on peut passer près d'un partenaire. Et puis bien entendu, la qualité du parcours et notamment la sécurité. En étant ancien coureur, je sais très bien qu'un final tortueux, ça plaira pas forcément aux équipes si c'est dangereux. Donc voilà, je sais qu'il faut des belles arrivées larges pour nos sprinteurs et puis aller chercher des bosses pour nos punchers.
Tu les fais toi-même, plutôt les parcours, pas les lignes droites, mais les parcours un peu casse-pattes, les bosses. Tu les testes toi avant ou tu te dis non, là ça va plaire, je connais, je jauge? Oui, bah c'est vrai que ça fait depuis plus de 10 ans que je suis sur Laval, même 15 ans maintenant. Enfin, ouais, peut-être même pas loin de 20 ans, le temps passe vite. Donc c'est des milliers et des milliers de kilomètres faits en Mayenne, donc finalement il y a beaucoup de routes que je connais. Je connais les petites bosses, et puis après si jamais j'ai un doute, maintenant on a des logiciels comme OpenRunner, Google Street View qui nous permet de rapidement avoir les infos, et puis sinon bien entendu je me déplace pour vérifier par moi-même les routes. Alors on en parlait, l'étape du samedi qui est certainement la plus prestigieuse de ces boucles de la Mayenne. Pierrick Guéné, le patron des boucles, parle d'une kermesse belge. Qu'est-ce qui donne le sel de cette étape et est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Oui, c'est vrai que traditionnellement on avait des étapes plutôt classiques, une partie en ligne, 2 ou 3 tours de circuit final et bien souvent un sprint. Et on s'est dit cette année il faut qu'on change les choses. J'ai couru en Belgique, notamment des courses comme l'Amstel Gold Race, où là ça tourne beaucoup dans un petit périmètre, donc avec pas mal de bosses, et il y avait une très belle ambiance de fête. Et en fait c'est ce qu'on a voulu retrouver sur cette deuxième étape, donc Le Ham, Vilaine, La Juelle. On va rester dans un petit périmètre, dans la Comcom des Avaloirs, et puis les spectateurs donc, pourront facilement se déplacer sur le parcours. Et donc d'un point de vue sportif, ça fera beaucoup de répétitions de bosses, donc qui devrait plaire aux meilleurs punchers. Avec forcément plus de monde, vu que c'est dans un petit périmètre, c'était ça aussi c'est ça, ouais. Oui. On dit souvent que ce sont les coureurs qui font l'étape, mais toi, tu as une certaine influence sur tout ce que tu fais, sur les routes que tu choisis. Ces routes, quand tu les choisis, tu penses déjà ce qui peut se passer sur les boucles de la Mayenne? Tel coureur va faire ça, il y aura une échappée, tu y penses déjà? Oui, bien sûr, j'imagine les scénarios de course. On peut se dire, une étape, plus elle est longue, entre guillemets, plus le temps mort en milieu de course est long. Donc là, on arrive à presque 209 km, on pourrait se dire il va y avoir un gros temps mort au milieu. Mais en fait, on a 4 tours de circuit final, et généralement, la course se lance une fois que le peloton arrive sur le circuit final. Et là, les coureurs vont rentrer à un peu plus de 80 bornes de l'arrivée, et si on a de la bataille dès 80 bornes de l'arrivée, sur le circuit final qui sera difficile, on peut imaginer que dans le dernier tour, on ait des coureurs un petit peu partout, et que les meilleurs coureurs puissent vraiment sortir du lot. Ton but, c'est aussi qu'il se passe des choses, que ça soit pas... Il y a eu des éditions où c'était beaucoup les sprinters. C'est aussi de diversifier un petit peu tout ça, qu'on donne pourquoi pas la chance à une échappée, mais aussi aux sprinters, enfin que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Oui, bah c'est vrai que j'ai déjà plus ou moins mon scénario 2024. Voilà, ça reste dans mes rêves et mes fantasmes. Mais j'imagine un super rouleur s'imposer sur le prologue à Espace Mayenne Laval. Le vendredi, l'arrivée à Ernée devrait être propice aux sprinters, donc on parlait de Dylan Groenewegen ou d'autres, un très bon sprinter puisse s'imposer. Le samedi, l'étape de puncher, donc là, celui qui remportera cette étape aura de bonnes chances de gagner le général. Et finalement, le dimanche, une étape qui était plutôt cadenassée, je me dis, voilà, il y a des coureurs qui auront perdu complètement le général, qui seront loin. Le maillot jaune n'aura pas forcément intérêt à ce que ça arrive au sprint, et on aura des équipes qui joueront le sprint. Donc finalement, une dernière étape qui peut être à suspense malgré tout. On verra si tu as tout bon et si ça se passera comme ça le jour J. On va passer à la deuxième partie, plus sur toi, sur le coureur professionnel que tu as été pendant une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est ça. Déjà, tu fais ton début de carrière, donc tu as eu 2 équipes, vraiment la FDJ, puis dans une deuxième partie, Vital Concept, qui est devenu BNB. C'est ça, oui. Tout ça. Je voyais et j'étais surpris que tu t'es cassé 5 fois la clavicule. Oui. Est-ce que c'est un souvenir un peu douloureux de ta carrière et tu te dis ça aurait pu se passer autrement? Je crois dès le début, tu te la casses en 2011, 2013, 2 fois dès 2015. Oui. C'est difficile quand tu reviens là-dessus? Bah oui, c'est vrai que je pense que sans toutes ces blessures, j'aurais certainement progressé peut-être un peu plus vite ou différemment. Voilà, c'est vrai que le vélo reste un sport à risque. Bon, 5 fois, ça fait beaucoup. Je connais des coureurs qui se sont fracturés encore un peu plus la clavicule que moi. T'es dans le top quand même un petit peu? Oui, il y a Arthur Vichot qui est pas mal, Pierre Gouault aussi que je connais. Donc voilà, forcément, c'est des blessures qui ralentissent la progression. Après, je suis pas défaitiste ou quoi que ce soit. Je me dis, c'est un peu le destin. J'ai pas spécialement de regrets sur ma carrière. J'ai donné ce que j'avais à donner. Et puis, on sait qu'une carrière, il y a un début, une fin.
Et voilà, donc non, pas d'amertume ou de regret spécialement par rapport à ma carrière. Tu as fait le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, pas le Tour de France. Oui. Est-ce que tu aurais aimé goûter à ces routes? Parce que tu étais l'été dernier, mais plus pour les voitures à inviter. Oui. Tu as traversé ces routes bordées de monde. Est-ce que tu aurais aimé, en tant que coureur, voir tout ça sur un vélo? Oui, bah forcément, le Tour, c'est la plus grande course au monde, la course qui fait rêver tous les Français, tous les cyclistes. Bien sûr que ça reste une déception de ne pas l'avoir fait. Après, voilà, je savais, par exemple, quand j'étais à la FDJ, il y avait 30 coureurs pour 8 places. Donc forcément, la sélection, il y a une sélection, il faut être dans les meilleurs. BNB, j'ai été 2 fois remplaçant. Donc bon, je ne l'ai pas fait. Forcément, ça reste une déception, mais qui reste relative. Voilà, ça ne m'empêche pas de dormir pour autant. Comment tu te définirais en tant que le coureur que tu étais? Tu as remporté quelques classements au point, notamment dans de grimpeurs, pardon. Oui. Comment tu te définirais? Quel coureur tu étais pour les gens qui ne t'ont pas vu courir? Oui, bah c'est vrai que je suis pas le plus connu des coureurs pros. C'est sûr, j'ai pas de grande victoire chez les pros. Tout simplement, j'ai pas gagné de course chez les pros. Mais finalement, je suis passé amateur, donc après mon titre de champion de France Espoir. Mais finalement, chez les pros, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait plus que des bons. Et pour sortir du lot, c'est très compliqué. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça va être compliqué d'être leader ou de jouer vraiment ma carte perso. Mais je me suis vraiment impliqué dans mon rôle d'équipier. Donc j'ai vraiment pris plaisir, que ce soit avec Arnaud Démare, avec Nasser Bouhanni, Thibaut Pinot ou d'autres coureurs, à les emmener vers la victoire. Et donc j'ai profité de ces victoires collectivement en fait. On prend du plaisir à être équipier, on a moins de lumière mais on est tout aussi important. On arrive à prendre du plaisir où on se dit j'aimerais bien quand même être le coureur un peu protégé des fois. Oui, bah c'est vrai que quand on est enfant et qu'on rêve d'être coureur pro, on s'imagine gagner des courses, etc. Forcément, un coureur est un gagnant à la base, hein, bien entendu. Après, voilà, on apprend le métier de coureur cycliste et puis on voit que c'est pas si simple que ça. Et puis ça devient aussi un métier. Donc voilà, bien sûr, il y a des consignes d'équipe, des rôles, etc. Et finalement, on nous inculque aussi vraiment l'esprit d'équipe. On a un leader et l'objectif, c'est de tout faire pour qu'il gagne. Et c'est sûr que parfois, ça peut être un peu frustrant. Mais des très belles victoires collectives sur des championnats de France, comme je l'ai vécu, en fait, je prenais autant de plaisir presque comme si c'était moi qui avait gagné. C'est l'important. Aujourd'hui, tu as mis fin à ta carrière pro, tu es ici, tu es l'un des salariés des boucles. Tu pensais rebondir ou retrouver quelque chose et dans le cyclisme qui te botte aussi rapidement? Non, c'est vrai que curieusement, petit, jamais je me suis vu organisateur. Je voulais être coureur et puis après, voilà. Avant ma carrière, j'avais passé donc un BTS travaux publics à Laval. Et pendant ma carrière, en fait, j'étais vraiment la tête dans le guidon, donc je pensais pas vraiment à l'après-carrière. Et en fait, c'est quand j'ai eu mes enfants, donc mon fils en 2019, ça commençait à être un petit peu dur de partir de la maison. Ouais. Et ensuite, j'ai eu ma fille fin 2020, et là, je me suis dit, finalement, je prenais peut-être un petit peu moins de plaisir. Physiquement, ça commençait à être aussi un petit peu dur. Et je me suis dit, je préfère décider de la fin de carrière plutôt que de la subir. Okay. J'avais vu des coureurs, par exemple comme Sandy Cazard, qui a une superbe carrière. Il a subi sa fin de carrière et je savais que c'était difficile pour un sportif de subir entre guillemets ces contraintes. Hein. Il y a beaucoup de contraintes. Tant qu'on est au niveau, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc je me suis dit, je préfère arrêter et puis me rebondir rapidement derrière. Donc voilà, je suis retourné à l'école. J'ai sondé des entreprises, différentes écoles, je me suis questionné beaucoup et puis j'ai eu l'opportunité de venir découvrir les boucles en 2021 en tant que bénévole et donc ensuite d'y arriver en tant qu'alternant et puis maintenant salarié. Ok, et maintenant tout roule pour les boucles de la Mayenne. Ouais. Merci beaucoup Arnaud d'avoir pris le temps. Je te propose avant de se quitter qu'on passe au quiz flash. Je te pose des questions sur le cyclisme rapidement, tu me réponds à la première chose qui vient, c'est parti. Club Oxygène, l'interview flash. Le coureur qui te fait le plus rêver dans le peloton aujourd'hui, ou qui t'a fait le plus rêver? Alors, qui m'a fait le plus rêver c'est vrai que j'étais gamin dans les années 90, donc je pense à Richard Virenque. Voilà, malgré que le passé qu'il ait eu, c'est quand même lui qui m'a fait rêver, aimer le vélo quand j'étais gamin. Après, plus récemment, c'est vrai qu'on voit des coureurs comme Pogacar qui attaquent de loin, donc qui fait du spectacle.
Donc j'aime bien son style agressif sur le vélo. On retient Virenque et Pogačar. Quel monument tu aurais aimé remporter dans ta carrière si tu dois en choisir un? Liège-Bastogne-Liège, donc c'est vrai que je l'ai couru en tant que coureur. Bon, j'étais loin de pouvoir gagner, mais c'est vrai que c'est une course qui potentiellement correspondait à mes caractéristiques, sauf que tout simplement j'étais pas assez fort. Mais, la plus belle course à laquelle tu as participé pour toi? La plus belle course, c'est difficile, hein. Oui, c'est vrai que Liège-Bastogne-Liège, ça fait partie des monuments. J'étais vraiment fier d'être au départ et de l'avoir fini plusieurs fois. On retient Liège-Bastogne-Liège. Le meilleur entre Vingegaard ou Pogačar pour toi? J'aime bien Pogačar, c'est vrai qu'il prend plus de risques, il est plus spectaculaire. Le meilleur sprinter au monde actuellement? Actuellement, alors Cavendish. La saison débute, mais je pense à Cavendish. C'est sûr, il a plus le niveau qu'il a eu, mais par sa carrière. Sinon, coupé. Je perds le nom du vainqueur de Milan. Philipsen. Philipsen. Oui, ouais, Philipsen. Bon, ça, j'ai Alzheimer. Et enfin, le coureur que tu aimerais faire venir sur les boucles, si tu dois choisir parmi tous ceux que tu veux. Ah ouais, tous ceux que je veux. Difficile parce qu'il y en a plein que je rêverais de faire venir. Il en faut un, ou deux. Allez, en français, j'ai eu un Lafilippe, forcément double champion du monde. Le jour où il vient sur les boucles, je serai très 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 heureux. Après, bien sûr, on a l'équipe UAE Team Emirates au départ des boucles. Si on rêvait de Pogačar, je sais qu'il a d'autres choses de prévues. Mais on peut rêver. Son équipe est présente, donc voilà. Bon, si on a Alaphilippe et Pogačar, ce serait magnifique dans les années à venir. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Courteil, responsable, que je me trompe pas, responsable technique et sportif des Boucles de la Mayenne. Les Boucles de la Mayenne qui se tiennent fin mai, où on te retrouvera bien évidemment avec toute l'équipe. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Et bonne journée à toi. Merci. Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio.